Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Variance FM, c'est Jérémy et je suis à vos côtés pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission qui sera ce soir consacrée aux artisans et créateurs de notre territoire. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. La sélection n'est pas facile du tout à chaque fois. Je fais en sorte d'avoir une certaine diversité dans cette émission. Et vous allez le voir ce soir, vous allez découvrir des choses qui sont différentes les unes des autres. Rien ne se ressemble et c'est aussi l'objectif de ce programme. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier invité de la soirée. On va rester, j'ai envie de dire, très terroir puisqu'on va parler de coutellerie. Nous avons le plaisir d'accueillir Jason Barjon qui va donc nous parler de son atelier et bien sûr de coutellerie. Bonsoir à vous. Bonsoir Jérémy et merci pour l'invitation. Eh bien écoutez, on est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, surtout que vous êtes un local, vous êtes à Puy-Guillaume, donc pour le coup, c'est chouette de pouvoir mettre en avant un artisan qui travaille directement à 2 pas de cette station de radio. Alors, j'ai plein de questions à vous poser sur votre travail, mais avant de parler directement de vos couteaux, on va parler de votre parcours. Du coup, quel est votre parcours et comment êtes-vous arrivé dans le monde de la coutellerie? Expliquez-nous. Vaste parcours qui reste très varié et qui pourtant à la base n'était pas spécialement lié à l'objet tranchant que je travaille tous les jours. De base, j'ai fait une formation de jardinier, vous voyez, et par la suite, j'ai exercé cette profession quelques années. Et en parallèle, j'étais pianiste, donc un côté artistique que j'essaie de remettre un petit peu dans mon travail actuel, c'est-à-dire les couteaux. Et en même temps, j'ai été pendant une petite période aussi également animateur. Donc tout ceci n'est pas du tout lié au couteau, mais ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses et ça me sert presque tous les jours. Ouais. Mais c'est bien d'avoir une expérience aussi professionnelle et puis de faire des choses un peu diverses et variées. Ça permet vraiment de choisir un domaine qui nous plaît et de s'orienter vers quelque chose qu'on aime vraiment. Et j'imagine que c'est votre cas aujourd'hui avec la coutellerie. Bien sûr. Après, j'ai toujours aimé ce que je faisais, mais il me manquait à chaque fois un petit point, un petit détail dans chaque profession que j'exerçais. Le côté, par exemple, artiste, pianiste, il y avait le côté artistique que j'appréciais beaucoup. Il y avait le côté ressenti ou imagé de ce que je pouvais produire, mais il manquait le concret, c'est-à-dire on ne pouvait pas palper la musique. Et ça me manquait un petit peu. Dans les jardins, c'était un petit peu différent, c'est-à-dire que là, j'avais beaucoup de concret, mais je manquais parfois, même si on peut en avoir avec de la création paysagère ou autre, il me manquait ce petit truc, en fait, qui faisait que cette profession me parlait. Et puis petit à petit, un jour, j'ai un peu tout lâché, et je me suis dit maintenant, il est temps de faire quelque chose qui te parle vraiment, qui te plaise, et c'était les couteaux, le travail du métal, du bois, et l'associer pour en faire une pièce d'art, voilà. Et ça donne des choses qui sont vraiment très chouettes et qu'on va découvrir dès maintenant sur les ondes de Variance FM. Alors, quelles sont les différentes catégories de couteaux que vous fabriquez? J'imagine que vous en faites pas mal pour le coup. Alors oui, bien sûr, je peux tout faire, en réalité, même si j'ai mes préférences et mes spécialités. Moi, pour ma part, je suis spécialisé couteau pliant. Et spécialement cran d'arrêt. Voilà. Alors comment ça se passe? J'ai une petite production de couteaux en série que je fais régulièrement, qui sont sur une ligne similaire, même s'ils sont extrêmement personnalisés et tous différents. Et par-dessus, je rajoute tous les mois une pièce d'art unique où je me motive à aller un peu chercher les idées à droite, à gauche, à créer, à faire un dessin, un prototype. Et voilà, et donc ça s'articule autour de ça. D'accord, c'est chouette et j'imagine que vous répondez également très régulièrement à des demandes peut-être un petit peu spécifiques, que les gens viennent vous voir peut-être avec des demandes qui leur font envie et vous faites en sorte d'essayer d'y répondre. Oui, tout à fait, je peux répondre à n'importe quelle demande. Là, j'ai eu il n'y a pas si longtemps une demande pour un Argo, donc c'est mon couteau de série. Personnalisé, la personne avait avec lui une pierre d'opale que son père lui avait transmis et qui lui était très chère et à son cœur, j'entends, et il voulait la retrouver à travers un objet qui dure dans le temps et qui puisse transmettre. Alors du coup, le couteau en Auvergne, il parle beaucoup pour ce genre de choses, parce que c'était un peu l'objet tradition qu'on transmettait à son fils quand il arrivait à l'âge d'être plus ou moins un homme. Et du coup, je me suis attelé à insérer cette petite opale dans des mitres, donc une petite partie métallique qui sépare la lame du manche.
et à répondre entièrement à sa demande. Il voulait quelque chose de vraiment très spécifique. Donc ça prend du temps, mais c'est des objets qui généralement nous survivent, durent et qu'on peut transmettre après. Voilà. Alors vous parliez de couteau Argo, juste en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Ça ne parle peut-être pas à tout le monde pour le coup. Oui, bien sûr. Alors du coup, l'Argo, c'est le nom du modèle. Chaque coutelier travaille des lignes différentes ou des mécaniques différentes ou des choses comme ça. Et généralement, un peu comme un artiste nomme sa toile, un coutelier nomme son modèle ou son type de couteau. Pour ma part, moi je l'ai appelé l'Argo parce que je m'appelle Jason et que dans la mythologie, l'Argo c'est le bateau de Jason. Et vu que c'était une aventure de me mettre à mon compte, je me suis dit tiens, un bateau c'est pas mal comme image. Donc je me suis inspiré de la mythologie pour créer ce modèle et son nom. Donc voilà, c'est ça. D'accord, oui, donc il y a vraiment toute une histoire derrière cette Argo et c'est très chouette parce que ça représente bien votre identité au final. Même si les couteaux qu'on crée sont pas spécialement tous inspirés de nos vies, on met toujours un peu de nous dans chaque couteau. C'est-à-dire que quand on le fait, il faut vraiment être à ce qu'on fait, parce qu'on travaille avec des outils dangereux, on travaille des matières et des choses qui tranchent, et des matières qui sont parfois toxiques et nocifs. Donc du coup, c'est impératif de mettre un peu de soi dans chaque chose et de vraiment être à 100% à ce qu'on fait. Donc oui, ils sont tous uniques, et puis voilà, Il y a vraiment une part de vous en fait dans ces créations. c'est obligé, sinon il faut pas faire ce métier, c'est un métier d'économie un peu compliqué. Si on n'est pas passionné à 100% et qu'on met pas tout son temps dedans et son amour, on peut pas en vivre. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les étapes de fabrication d'un couteau et quelles sont celles surtout que vous suivez parce que chaque coutelier n'a pas forcément la même manière de procéder. Tout à fait, on a par exemple en industrie, on travaille avec ce qu'on appelle des fournitures. Donc j'y suis passé, j'en ai fait 8 ans de travail artisan, même si c'était en industrie, où en gros on a un ressort qui est déjà préparé, des platines qui sont déjà préparées, une lame qui est quasiment finie, et notre travail consiste à assembler tout ça et à le régler. Bon, ça c'est le travail qu'on retrouve de manière industrielle ou semi-industrielle. Moi je travaille de manière très artisanale, donc je pars de barres d'acier, de bûches de bois, et je me débrouille derrière pour faire quelque chose de fini. Donc du coup, les différentes étapes, ça peut être déjà on part de la conception pour quelque chose qui n'est pas déjà établi comme un modèle existant, une demande d'un client spécifique par exemple. Donc on fait un dessin, on regarde si toutes les pièces mécaniques s'articulent bien sur le papier. Une fois que c'est fait sur le papier, on se fait un gabarit comme un couturier ferait un patron, un gabarit en métal. Et sur ce gabarit à métal, après, on regarde pareil, si tout fonctionne bien, si tout s'articule bien. Et puis une fois que c'est fait, on le trempe, on vérifie une dernière fois et on peut passer à la pièce finale en ajoutant donc la matière première, les manches et tout, et ajouter à la fin les décorations et finir le couteau. Voilà. D'accord, alors vous parliez justement il y a quelques instants de matières premières, ces matières sont diverses et variées, vous me le disiez aussi hors antenne. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de matières que vous utilisez pour fabriquer vos couteaux ? On peut partir de matériaux très naturels, très, très, très simples, comme par exemple du chêne. Je sais que pour certains ébénistes ou menuisiers, c'est déjà assez noble, mais pour nous, c'est quelque chose de relativement classique parce qu'on travaille de petites sections. On peut travailler de l'ébène, on peut travailler même de la matière animale, comme du phacochère, de la défense de phacochère. Pendant un temps, la coutellerie a même travaillé pas mal d'éléphants, de l'ivoire d'éléphant. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc on s'est rabattu sur l'ivoire de mammouth, qui est une espèce éteinte, où on trouve des gisements, parce que c'est de la famille de l'éléphant et que généralement il a pour habitude de mourir avec ses confrères au même endroit. Donc on trouve des gisements de mammouth, et on peut utiliser ces matières pour concevoir les manches. Des choses encore plus étonnantes, comme leurs dents, par exemple, qu'on vient stabiliser, teinter, et sur l'aspect final, on a quelque chose avec beaucoup de texture, beaucoup de couleurs, parce qu'on vient les teinter. Et sinon, on peut retrouver même de la pierre, comme certaines personnes peuvent arriver à travailler des pierres reconstituées. Pour ma part, j'ai pas mal d'affinités avec ce qui est ivoire de phacochère, le mammouth, ou même certains bois denses comme l'amourette, l'ébène, parfois certains bois exotiques comme le cocobolo. Certains, quand il manque un peu de panache, je viens de les sculpter et les tailler pour leur mettre une certaine plus-value. Et pour ceux qui ont vraiment un motif exceptionnel, je préfère les laisser tels quels parce que je pense que c'est la nature qui a fait le plus beau travail dans l'ensemble de la pièce, donc autant la respecter.
D'accord, donc oui, effectivement, il y a de multiples possibilités. Et ce qui est chouette, c'est que par la même occasion, on vient d'apprendre une petite anecdote historique sur les mammouths. Ça, je ne le savais pas et je pense que beaucoup d'auditeurs non plus. Donc voilà, sur Variance FM, vous avez aussi droit à de l'histoire de temps en temps dans cette émission. Et du coup, avant de vous lancer dans une création, est-ce que vous cherchez un modèle particulier ou alors est-ce que vous laissez faire votre imagination? Vous avez peut-être des sources d'inspiration en particulier? Alors c'est très variable. Parfois, quand je travaille, j'utilise des modèles qui sont vieux comme le monde, mais qui sont un peu perdus de vue. Et je les remets un peu au goût du jour, en adaptant un peu, en modifiant très légèrement la ligne, ou encore en adaptant une mécanique différente et en le mettant sur ce couteau-là. Ça, c'est quand je fais des pièces uniques et des choses qui changent de l'ordinaire. Après, il y a la pièce d'art. Par exemple, à Coutelia, là, qui aura lieu dans une petite semaine, je présente une pièce qui est inspirée non pas d'un couteau, mais plutôt d'un domaine, le domaine ferroviaire. Donc j'ai voulu recycler un maximum de matière que j'avais dans mon atelier où je pouvais pas faire grand-chose parce que les sections étaient assez petites. Et du coup, j'ai réutilisé toutes ces matières-là pour en faire un couteau d'inspiration ferroviaire. Donc très steampunk, avec un piston qui est rattaché à une roue, et elle-même est rattachée à une clé anglaise. Et alors bien sûr, toutes ces pièces sont miniatures, hein, elles sont infiniment petites pour pouvoir le placer sur un couteau. Et en gros, quand vous actionnez la clé anglaise, ça fait tourner la roue qui lève le piston et qui est rattaché au ressort et qui permet le déverrouillage de la lame. La lame est un tranchant rapporté, qui est rapporté sous un ressort qui ressemble un peu à un pont ferroviaire. Voilà, donc ça par exemple c'est typiquement la pièce d'art qui a certes la propriété de couper, mais qui n'a pas comme usage d'être utilisé tous les jours. C'est pas quelque chose qui est destiné à être le plus pratique possible, mais plutôt à démontrer les compétences de l'artisan qui le fabrique. Et moi j'ai voulu faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, donc j'ai fait ça. Ça peut être ça peut être du couteau plus traditionnel après. D'accord, donc les idées vous viennent un petit peu comme ça, à droite, à gauche, et finalement vous laissez faire aussi vos envies et votre imagination. Bah tout à fait, oui. Alors après, ça peut être une balade en forêt où je vais voir une feuille tomber, je vais m'en inspirer pour faire une sculpture ou un manche. Ça peut être une visite d'un musée où je vais voir une mécanique d'une voiture ou même d'un automate qui me donne des idées pour concevoir autre chose. Ça peut être un film au cinéma pour une ligne, ça peut être même une mélodie ou de la musique. Des fois, ça suffit à créer quelque chose qui permet de trouver l'inspiration. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez finalement un style ou un univers particulier pour vos créations? Si vous deviez décrire toutes celles-ci, quel mot choisiriez-vous finalement? Je dirais éclectique, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a mon inspiration, quand j'ai commencé le métier, était assez végétale, et je crois que plus on avance, plus on tombe dans le couteau traditionnel classique remis au goût du jour. Donc je pense qu'il n'a pas fini d'évoluer, et à mon avis, il va encore, ça va encore changer avec le temps. Mais oui, c'est très éclectique. Bah, ce qui est chouette, c'est de pouvoir revenir aussi au petit côté traditionnel. On est tous attachés au terroir et aux traditions, et finalement, ça parle à tout le monde, hein, pour le coup. Bah oui, complètement. Et alors, quelle est finalement la création qui vous a le plus marqué depuis que vous vous êtes lancé dans la coutellerie? Une création peut-être qui sort du lot et que vous êtes content d'avoir pu sortir? Alors ça, c'est pas facile à répondre parce que, je crois que oui, j'en ai certains qui m'ont marqué plus que d'autres, mais étant donné le très faible niveau de production que j'ai, parce que je suis seul et parce que je travaille vraiment à l'ancienne, intégralement de A à Z, je crois que celle qui me satisfait le plus, c'est celle que je fais, où je passe beaucoup de temps dessus, peut-être, mais pour satisfaire quelqu'un. Et ce qui me reste en mémoire, généralement, c'est toujours la satisfaction de la personne qui le reçoit, et qui est vraiment ému quand il l'a enfin dans les mains. Je pense que du coup, c'est chaque pièce que je réalise me laisse un souvenir de toute l'énergie que j'ai mis dedans, donc j'ai pas vraiment de souvenir particulier de choses qui m'ont marqué. Je pense vraiment que j'ai une place dans ma tête pour chaque couteau que j'ai fait, et je pense que je vais essayer de garder toujours une place pour l'avenir, quoi. D'accord. Oui, après, derrière chaque personnalisation, il y a en fait une histoire, et c'est ça qui est chouette, c'est pouvoir se souvenir de la raison pour laquelle on a fabriqué ce couteau-là, et voilà, vous avez des histoires diverses et variées qui vous arrivent à chaque fois, et des propositions qui changent à chaque fois.
Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de collaborer avec d'autres couteliers ou d'autres artisans de manière plus globale ? Alors oui, bien sûr. Par exemple, moi, je suis coutelier, donc je ne suis pas forgeron. Souvent, on fait l'association parce que la plupart des couteliers sont également forgerons. Donc même si je me forme à, par exemple, faire du damas, donc pour l'anecdote, le damas, c'est une association de 2 aciers qu'on combine, qu'on frappe, qu'on soude les uns aux autres, et en fonction du repliage qu'on en fait, cela vient créer des motifs sur la lame. Donc aujourd'hui, c'est un peu rentré dans la tête de tout le monde ce que c'était que le damas, mais ça, techniquement, c'est quelque chose que je ne fais pas encore, et donc que je fais faire par des personnes expérimentées. Je pense notamment à Jean-Pierre Vesser, qui est plus à présenter, parce que ça fait un nombre d'années assez important qu'il exerce, ou même Benjamin Larrot, qui est un très bon forgeron que vous retrouverez également à Cotelia. Ça peut être Tim Bernard, ou même de manière un peu plus étendue, comme Baker Forge, ou des choses comme ça. Voilà. D'accord, donc oui, effectivement, vous collaborez avec d'autres artisans et créateurs pour donner vie à des créations, j'imagine, qui sont plutôt sympathiques, puisque là, on allie 2 types de talents, pour le coup. Pour l'acier, oui. Pour l'acier, oui. Après, pour le reste, j'ai quand même une philosophie. J'estime que quand on achète un couteau à quelqu'un, bon, mis à part, bien sûr, le raffinage de l'acier ou autre, enfin, des choses aussi basiques, il faut que le couteau ressemble vraiment à la personne qui l'a fait. C'est-à-dire que plus il y a d'étapes faites par la personne qui conçoit le couteau, mieux c'est, parce qu'on retrouve vraiment sa personnalité dedans. D'accord. Et alors, du coup, est-ce qu'on peut apprendre finalement à la coutellerie à vos côtés ? Est-ce qu'il est possible de venir vous voir à l'atelier pour en savoir plus et surtout pour découvrir un petit peu la manière dont vous procédez pour fabriquer ces couteaux ? Alors ça sera toujours avec plaisir, j'accueillerai les curieux, d'ailleurs c'est déjà le cas, qui passent à mon atelier. Certains ont même fait leur petit rituel et passent chaque semaine pour voir les nouveaux projets sur lesquels je travaille, parce que j'ai un mur qui va bientôt être tapissé de croquis et de mécaniques diverses et variées. Donc certaines personnes en fait s'y intéressent, voire même participent des fois à me donner des idées pour créer et concevoir des couteaux. Maintenant, pour ce qui est d'apprendre à créer, malheureusement, dans mon atelier, ça va être un peu compliqué. Déjà parce que mes machines sont très primaires et pour certaines non caractérisées ou autres, donc elles seraient dangereuses pour le public. En revanche, j'ai de la chance d'avoir un atelier vitré sur l'extérieur. Je ne vais jamais vous chasser si jamais vous voulez passer du temps à me regarder travailler, bien au contraire. Et même rentrer poser une question ou deux, ça sera toujours avec plaisir. D'accord, écoutez, c'est plutôt chouette. Vos portes sont donc ouvertes, on peut totalement venir vous voir et en savoir un peu plus. Et nous, également, sur Variance FM, on a envie d'en savoir un peu plus sur peut-être vos projets dans le futur. Est-ce que vous travaillez actuellement sur quelque chose de particulier, un projet un petit peu spécifique qui va sortir peut-être dans quelques jours ou quelques mois et dont vous aimeriez nous parler ? Alors tout de suite, moi je travaille, donc je prépare Coutelia, mais je suis un garçon efficace et du coup j'ai réussi à finir ce que j'avais à faire pour Coutelia. Donc un couteau de concours, comme je disais dans le précédemment ferroviaire. J'aurais pu parler de lui, mais il est fait, donc c'est pas un projet à venir, c'est un projet qui est déjà réalisé. Pour le projet à venir, je pense que je vais m'inspirer d'un couteau traditionnel qui s'est un peu perdu, qui s'appelle le charlois, qui a la particularité d'avoir un arrière rond avec une lame pied de mouton. Et je vais réaliser dessus peut-être mon premier tire-bouchon depuis que je suis à mon compte, usiné à la main. On a l'image du tire-bouchon rond qu'on trouve dans le commerce et autres, qui est torsadé à la machine. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours existé, et que dans le temps, on les taillait à la main en fait. Donc après, on a pu avoir ça réalisé de manière industrielle avec des machines lourdes, mais moi, je réalise ça encore à la main. Donc je vais prendre des meules, des petits outils très spécifiques comme des Manhattan. C'est une sorte de gomme abrasive qui permet de lisser un peu. Et je vais faire mon premier charlois, palanquille supérieure, un système de verrouillage par levier, avec tire-bouchon, et sûrement en ivoire de cochère, avec des mitres assez nobles, peut-être entièrement damas, peut-être même tire-bouchon damas, ça pourrait être sympa. Et voilà, j'aurai l'occasion de le montrer sur mes réseaux, je pense. D'accord. Bon, en même temps, le tire-bouchon est intimement lié au couteau, j'ai envie de dire. Et puis à Thiers, on a même une confrérie du tire-bouchon pour le coup. Donc, j'ai envie de dire que voilà, c'était important aussi de pouvoir peut-être essayer de le travailler finalement, pour vous aussi. Ah bah en France, un couteau de survie, c'est un couteau avec un tire-bouchon. Hein. Je pense que c'est ça qui nous sauve de n'importe quelle galère ou n'importe quel petit camping improvisé, une bouteille qui traîne. Bon, c'est indispensable un tire-bouchon quand on a un couteau. Indispensable aussi pour tout bon Auvergnat, pour le coup. Et oui, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas oublier de partager une bonne bouteille avec un bon morceau de fromage quand même, c'est trop bête.
Bah c'est ça, et c'est pour ça aussi que je fais ce métier. C'est parce que ça permet en fait de créer des souvenirs et des points de mémoire importants dans le temps. Moi j'ai souvenir quand j'étais gamin d'un tiroir dans lequel j'avais des toutes petites mains, j'étais tout petit, mais il y avait un couteau, bon pour l'anecdote c'était un grand Pradel. Dans ma main il ressemblait à un objet énorme et j'avais un peu l'impression de franchir l'interdit. Bah ça m'a créé des souvenirs. Et je pense que moi je fais ce métier aussi pour créer des souvenirs et relier des gens plutôt que les séparer. Aux actualités en ce moment on voit plein de gens qui se poignardent avec, voilà, et c'est un peu malheureux et triste parce que le couteau c'est davantage un outil qui est fait pour partager de bons moments que pour pour s'isoler dans un coin ou même créer des conflits, quoi. C'est un objet qui est fait pour partager le saucisson à la pêche ou pouvoir aller voir un match. Maintenant, voilà, c'est plus toléré, mais moi, je faisais ce métier, ouais, pour rassembler les gens plutôt que les disperser. Bon, j'espère que dans le temps, ça changera un peu et qu'on reviendra un peu à cette tradition française qui est manger tailler le bout de gras autour d'un joli couteau et créer de bons souvenirs. Vous avez totalement raison. Et on rappelle, bien sûr, je vais faire mon rabat-joie, que l'alcool est à consommer avec modération. Mais c'est important de le dire quand même. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour ce moment de partage, Jason. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur les ondes. Alors, avant de vous laisser, une dernière question très importante. Où peut-on vous retrouver ici ? Évidemment, il y a votre atelier. Vous allez donc donner évidemment son adresse. Mais j'imagine que vous avez aussi des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre facilement toutes vos créations. Bien sûr, donc déjà il y a en direct à l'atelier pour voir ma petite bouille frisée. Donc il est situé à Puy-Guillaume, 63 290, 5 bis rue Joseph Clossat, juste à côté d'un cordonnier très talentueux également. Et après c'est sur les réseaux sociaux où j'ai 2 comptes, un Facebook, Atelier JB Coutellerie, et un sur Instagram, toujours pareil, JB Coutellerie ou Atelier JB Coutellerie. Et sinon, vous pouvez voir des vieilles réalisations de moi sur Internet et YouTube quand j'étais encore salarié, en tapant simplement mon prénom, mon nom, donc Jason Barjon. N'hésitez pas, chers amis auditeurs, à aller faire un tour à Puy-Guillaume si vous le pouvez pour découvrir ce travail de coutellerie. Et puis, vous pouvez évidemment aller sur les réseaux aussi, vous découvrirez plein de belles choses. Merci beaucoup, Jason, d'avoir été avec nous. On vous dit à très bientôt et on vous souhaite une bonne continuation et surtout un très bon salon parce que vous serez à Coutelia ce week-end. Emplacement C63. Et ben voilà, C63 si vous souhaitez découvrir le travail de Jason. Et nous, sur Variance FM, on va continuer avec un peu de musique et on va se retrouver d'ici quelques instants avec la prochaine créatrice de cette soirée.